L'instant débat tout de suite à suivre sur Dan Télévision Diaspora FM 102.3. Le thème du jour, assurance santé vue par la rupture et identification des citoyens. Qu'est-ce qui peut bien changer? Voilà la question que nous posons dans ce numéro de matin d'Eden de l'instant débat fait croiser. Peggy Ludovic Dagba, bonjour. Bonjour à vous, tranquillin à Belantin, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Question essentielle, et bien évidemment, après la publication des décisions du dernier Conseil des ministres en date du 18 novembre dernier. Et puis, vous le savez, la question de la santé est primordiale, elle est préoccupante, elle se pose avec acuité, surtout avec cette grève, et qui, ma foi, malmène ce secteur. Ensuite, la difficulté que les populations ont à prendre en charge véritablement leur santé pour s'en sortir comme cela se doit. De l'autre côté, on parle bien évidemment d'un nouveau processus de recensement et d'identification de la population. Eh bien, comment ceci va se faire? Nous sommes sur ce plateau pour en discuter avec deux confrères ce matin. J'ai nommé Eloge Gonaro, il est journaliste et auteur de publication du journal Grand Matin. Bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dagba, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être avec nous, avec vous, Souleymane Bila, également journaliste et auteur de publication du quotidien Nouvel Élan. Bonjour, bonjour Peggy, bonjour chers amis téléspectateurs. Merci beaucoup d'être avec nous. Tant qu'à y aller, il faut y aller tout de suite. On débat par cette question de l'assurance santé. On a connu le RAMU dans ce pays avec l'ancien régime, le nouveau parle également d'une assurance santé. Donc ça devient vraiment une question assez importante pour les gouvernants. Souleymane Bila. Non, Peggy, la santé, la question de la santé, elle est récurrente, c'est une préoccupation majeure de tous citoyens et puis de nos gouvernants aussi. Rappelez-vous que ça a été objet de débat au cours de la campagne présidentielle tout récemment, même le face-à-face entre les deux candidats arrivés en second. Les deux candidats, je vais nommer Lionel Zinsou et l'élu Patrice Talon. La question de la santé publique a été au cœur de leur débat au cours de ce face-à-face et chacun en son temps avait développé ses positions par rapport à la question. N'oublions pas que, vraisemblablement, Patrice Talon avait séduit par ses propositions parce qu'il s'était montré connaisseur de la chose. Maintenant, on s'attend donc de lui beaucoup, puisque sur le plateau, il s'est montré connaisseur du domaine et qu'il était porteur de solutions en la matière. Donc, logiquement, le peuple s'attendait beaucoup de lui et à présent, il ne commence pas à nous proposer des solutions, mais ce n'est pas. On a parlé de la nouvelle dénomination issue du Conseil des ministres, puisqu'on était habitué au RAMU, qui n'avait pas encore connu son aboutissement. Le gouvernement défunt, vers la fin de son mandat, a lancé le RAMU. Il y avait une très grande propagande autour. On s'attendait à ce que ça puisse donner quelque chose d'abouti, mais tout le monde, on est resté sur notre fin. Voilà que le gouvernement revient avec quelque chose de nouveau. Ça ne manque pas de nous laisser dubitatifs. On va prendre d'abord l'avis de Eloge Gonaro. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Grand Matin. Merci, chers amis. Comme il vient de le souligner, la question de santé est une question très importante. C'est une préoccupation majeure et tout gouvernant devrait prendre cela en compte, non seulement à travers des discours, mais à travers des actes concrets. Tout à l'heure, il a dit que pendant la dernière campagne, la plupart des candidats en ont parlé à travers leur projet de société. Mais nous avons constaté par le passé que pendant la campagne, il y a beaucoup d'idées qui sont émises, il y a beaucoup de promesses qui sont faites en matière au plan social, mais en réalité, les gouvernants, dès qu'ils ont le pouvoir, ou la plupart leurs préoccupations, c'est le côté politique. Comment garder l'instabilité de leur popularité, comment se créer une nouvelle popularité, comment garder leur électorat et comment revenir au pouvoir. Alors que ce qui est important aujourd'hui, c'est le développement. Le développement passe, vous le savez, inévitablement par la santé, la bonne santé des populations. Sans un capital humain, aucun pays ne peut se développer. C'est l'homme d'abord qui est au centre de toute action de développement. Et pour que l'homme puisse agir, il faut que l'homme puisse se porter mieux. Donc en cela, je pense que
pour tous les candidats, c'est bien, nous sommes d'accord, qu'ils évoquent en priorité la question de la santé, c'est tout à fait normal. Mais comme il vient de le souligner, on est parfois dubitatif parce qu'entre la parole et les actes, il y a un grand écart. Nous constatons souvent que cela ne se fait pas. Vous voyez aujourd'hui tous les problèmes que le pays rencontre par rapport à la question de santé. Et les grèves récurrentes, les revendications syndicales dans le secteur de la santé, on n'en finit point. Et dans ces conditions, vous voyez tous ceux qui meurent chaque jour. L'État a bien raison de réfléchir, le pouvoir a bien raison de réfléchir. Comme il a dit, il ne faut pas attendre la fin du mandat pour le RAMU. Vous avez vu à quel moment on a commencé. Ça n'a pas pu aboutir. Non seulement ça n'a pas pu aboutir, mais est-ce que les populations ont effectivement adhéré à ce projet, le RAMU? Est-ce que ça a été concrétisé? Voyez-vous? Donc moi je pense qu'une chose est de concevoir le projet, d'accord? Mais si ça va dans l'intérêt des populations, il faut pouvoir les sensibiliser. Ici, on a parlé du pilotage du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. Est-ce que c'est une autre forme de RAMU? Mais je lis à travers ça qu'une étude a été faite, certainement, et ils ont constaté que le dispositif actuel de protection sociale révèle que 8,4% seulement de la population sont couvertes par l'assurance maladie. Alors que le plus grand nombre, c'est dans le secteur informel, qui fait pratiquement 95%. On ne peut pas construire un pays dans ces conditions-là. Donc je pense que c'est salutaire, on ne peut que saluer le projet, mais comme il a souligné, nous attendons, le gouvernement Talon l'a promis, et je pense que c'est bien de commencer tôt. Il ne faut pas attendre 2 ans de la fin du mandat et commencer par se précipiter. La précipitation, ça n'amène pas à bon port. C'est déjà bien que l'idée soit là, mais il faut essayer de le concrétiser. Élaborer un bon projet, essayer d'éduquer les populations, de les rallier à cela, de les sensibiliser pour qu'ils sachent que la question d'assurance, c'est pour eux. Ne pas attendre d'être en difficulté, de se retrouver dans un centre de santé, commencer par solliciter des aides par-ci, par-là, mais chaque citoyen doit comprendre qu'il doit s'assurer en matière de santé. Le faire comprendre aux citoyens pour qu'ils soient conscients de cela, pour qu'ils s'engagent, que l'État mette les moyens, qu'ils suivent le processus, Et la question de responsabilité aussi se pose à ce niveau-là. Parce que souvent, les projets sont lancés, mais on constate que les décideurs, ceux qui doivent bien suivre et qui doivent les exécuter, vous voyez la question de, comment appelle-t-on, on a parlé ici des indigents. Ce qui est réservé aux indigents, on ne sait plus qui est indigent. Comment a-t-on défini, comment a-t-on identifié les indigents? Les ressources qui sont prévues pour ces indigents-là, est-ce que ces ressources-là sont effectivement affectées à ces indigents? Comment ces ressources-là sont gérées? C'est autant de problèmes qui font appel à une certaine responsabilité de ceux qui dirigent, ceux qui sont au pouvoir, qui doivent se dire que entre la parole et l'acte, il y a quelque chose d'important à faire pour que les populations puissent bénéficier de ce dont on a promis et que le développement soit une réalité. C'est cela. Mais là, si on fait un comeback dans le passé, le RAMU qui a connu des difficultés, est-ce que c'est pas parce que la loi qui devrait quand même porter la chose n'a pas abouti? Non, est-ce qu'on va... Non, je ne pense pas que le RAMU a des difficultés à cause des tests. Non, je ne pense pas que ça a véritablement rapport avec... Non, je pense quand même que cela a été beaucoup plus une question des hommes que des tests à ce niveau de la mise en œuvre du RAMU. À un certain moment donné, on a utilisé, reconnaissez avec moi, qu'on a utilisé le RAMU à des fins propagandistes. Donc, ça a été politisé à outrance et puis on a donné les artistes et tout. Bon, ça fait que le projet a perdu de sa crédibilité, qu'on ne sent plus le sérieux dedans. Le PR débarque au port, dit non, désormais les dockers, il faut inscrire les dockers. Bon, on lance les artistes dans les villages pour dire non, aller sensibiliser sur le RAMU sans un fond concret, quoi. Donc, je crois qu'au niveau du RAMU, il faut reconnaître que le projet a été mal élaboré et la sensibilisation a été mal conduite, quoi. Même par rapport au nouveau projet, bon, c'est vrai que le gouvernement n'a pas véritablement expliqué ce qu'il entend faire. Tout à fait. Bon, c'est ça qui nous laisse dubitatif aussi, parce que j'ai aussi on a aussi annoncé que ce sera également fait sous forme de partenariat public-privé, ce qui est encore davantage plus inquiétant, parce que c'est-à-dire de l'assurance maladie, il s'agit de l'assurance maladie. On sait que, bon, nos populations ne sont pas très enclins à s'assurer, étant donné que, bon, la population, mais
et c'est majoritairement tel qu'ils ont assigné que ce n'est que 3% qui ont droit à l'assurance. M'a dit, mais c'est des 3% là qui ont des revenus réguliers, qui peuvent se permettre ce luxe-là de s'assurer. Le reste là, non, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont dans l'informel. C'est des gens qui n'ont pas de revenus réguliers, des gens qui sont au chômage, des gens qui se débrouillent. Donc, tant qu'ils n'ont pas de revenus, comment est-ce qu'ils peuvent aller penser à l'assurance? Parce que c'est des gens en réalité qui sont exclus des soins de santé. Ils sont exclus des soins de santé. Donc, comment expliquer que 3% seulement de la population puisse prétendre à une assurance maladie? Oui, mais parce que c'est l'État leur apporte ce garantie, c'est parce que dans les 3%, il faut trouver, on va trouver les politiques, ceux qui sont à des fonctions électives, et puis après les agents permanents de l'État, et puis quelques individus des grandes sociétés privées, c'est tout. C'est ceux-là qui ont droit à l'assurance maladie, à part ceux-là, tout le reste, là, personne n'a droit à la prise en charge sociale, là. Personne n'a droit dans le pays à cette prise en charge sociale. Donc, ici, maintenant, l'État doit pouvoir être volontariste et pour bien faire la chose, savoir qu'il y a de la répartition de la richesse nationale dans ce secteur, parce qu'il ne faut pas attendre véritablement de la contribution du citoyen, non. Donc, je l'ai souligné, la plupart du temps, c'est des gens, toute cette masse-là a des revenus précaires, qui ne tombent pas, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont dans l'informel, ce n'est pas par manque de volonté, parce que tout le monde veut aller se soigner. Aujourd'hui, vous prenez dans la tranche des jeunes de 25 à 35 ou bien 40 ans, là, ils n'osent pas se rendre à l'hôpital, se faire soigner parce qu'ils n'ont pas les revenus, ils n'ont pas les moyens de... L'automédication règne en maître. L'automédication qui rend ça, mais il y en a même de ça, ils n'ont même pas le droit de tomber malade. De tomber malade, ni d'enceinte une fille, ni d'enceinte une fille. Donc c'est tout un scandale, c'est toute une panique, ce qui doit être quelque chose d'heureux, devient inquiétant, préoccupant et puis donne des soucis à un point fini. Donc, la question est véritablement préoccupante et que le gouvernement doit prendre ça le taureau par le cornes et nous expliquer davantage comment est-ce qu'il veut conduire cette réforme. Moi, particulièrement, il y aurait dubitatif et puis parce que compte tenu d'abord de l'immensité de la tâche, parce que c'est énorme, c'est un défi énorme. Est-ce qu'on peut réussir si facilement tel qu'on apprend? Et aussi, lorsque je vois qu'on y associe davantage, on parle que ça doit se faire sous forme d'un partenariat public-privé. Là aussi, je me demande est-ce qu'on est en train d'aller véritablement vers le social ou bien on est en train c'est l'efficacité qu'on recherche à tout prix. La loi sur les PPP a été votée. Pourquoi vous inquiétez? Non, justement, c'est même cela qui nous inquiète davantage parce que c'est une loi opaque. Reconnaissons-le, la loi a été votée. Ça, c'est un autre sujet. Non, la loi a été, oui, on reviendra dessus. La loi a été votée à la va-vite. Personne ne connaît le contenu. On ne sait même pas si ça a été promulgué ou pas. On ne sait pas si la conformité avec la Constitution a été visée. C'est la députée je n'ai pas entendu la CCIB en parler, parce que c'est les acteurs quand même qui sont fondés en parler, ni le Conseil national du patronat en parler. Bon, les syndicats non plus, personne n'a entendu monter au créneau pour dire non, voici un séminaire de sensibilisation, voici... Souleymane Bila. Et même les acteurs, les travailleurs, qu'est-ce que cette loi la réserve pour les travailleurs? On n'en sait rien. Les opérateurs sous les tiroirs, mais qu'on les libre sans cesse. Les opérateurs économiques, en tout cas, ont souhaité que cette loi-là soit votée. Ça a été fait. On a souhaité que la loi soit votée, mais quel est le contenu de la loi qui a été votée? On n'en sait rien. On n'en sait rien. On sort des bribes et puis on signe des contrats, on dit PPP, tout c'est devenu... passe-partout, PPP, contrat PPP. Bon, c'est quoi le contenu réel du contrat PPP? D'accord, on vous a compris. Comment capitaliser sur ce qui a été déjà fait? Parce que quand on prend le RAMU, tout n'était pas mauvais. Il y a eu des actions, des réflexions qu'on avait menées. Les gouvernants ont souvent très bonnes intentions. Au départ, nous croyons qu'ils sont de bonne foi. Mais au finish, nous sommes déçus. Et comme il a souligné tout à l'heure, lorsque vous concevez un projet, d'accord, un projet dans l'intérêt de la population d'un pays, et que vous en faites avec le temps un instrument de propagande, et que vous l'utilisez à des fins politiques, alors là, il faut s'attendre toujours à un échec. Ça ne marche pas. Donc avec le RAMU, c'est bien parti, mais vous comprenez un peu que ceux à qui ils sont destinés, le projet, ceux-là, en réalité, ils n'ont pas adhéré. On ne sent pas en eux qu'ils sont convaincus et qu'ils sont intéressés par la chose. C'est là que se pose d'abord le vrai problème. Il a dit tout à l'heure que les artistes, on les mobilise, on leur dit, bon, allez en parler, composer des chansons. Dans ce cadre-là, mais ça va donner quoi concrètement? Est-ce qu'il suffit d'aller chanter et dire aux gens, bon, le RAMU est bon, pour qu'ils adhèrent? Il faut leur montrer, c'est une question d'éducation aussi.
Il a parlé de 3% seulement qui ont l'assurance maladie. Comprenez que le plus grand nombre se trouve dans le secteur informel. Hein, les EME, les transporteurs, les commerçants, les artisans, tous ceux-là. Mais ils ont quel revenu? Donc il faut trouver un mécanisme qui puisse amener tout cela à adhérer massivement et un mécanisme qui puisse leur permettre de le faire à coût réduit. Parce que nous savons que nous vivons dans un pays où la morosité, ça persiste. L'emploi, c'est la précarité dans beaucoup de secteurs. Donc, il faut trouver un mécanisme qui puisse leur permettre de le faire, mais à des coûts bien réduits. Mais il faut qu'ils sachent d'abord que l'assurance, c'est très important, c'est utile pour leur vie. Parce qu'il ne faut pas attendre d'être gravement malade, d'être hospitalisé, et lorsqu'il y a des interventions chirurgicales, de solliciter de l'aide, des appuis à gauche, à droite. Donc, que ça soit pour la maladie, la retraite et tout ça là, il faut essayer dans une population à plus de 80% ou 70% analphabètes. Mais que voulez-vous? Mais il faut leur expliquer cela, leur montrer le bien fondé d'une assurance en matière de maladie, retraite et tout ça là. Et puis ensuite trouver un mécanisme qui puisse leur permettre de le faire sans pouvoir sortir trop d'argent. C'est là tout le problème. Oui, mais pour le faire, j'ai entendu un artiste à l'époque dire que moi, on a parlé du RAMU, j'ai des difficultés, je me suis rendu à l'hôpital, j'ai payé 12 000 francs, on exige encore de moi de payer d'autres frais. Alors, mais quel est l'intérêt du RAMU? Il y a tous ces problèmes-là, donc c'est bien d'émettre des idées, de concevoir, de parler de la gratuité de ceci. Vous voyez tous les problèmes qui se posent aujourd'hui en ce qui concerne la gratuité. Gratuité de la césarienne, gratuité dans le secteur de l'enseignement. Les parents d'élèves qui se prennent pour dire, mais c'est comme si l'association des parents d'élèves viennent s'ériger encore en maître pour escroquer les parents. Puis ils leur demandent des frais supplémentaires au niveau des établissements scolaires, payer 5 000 francs, payer 4 000 francs, 3 000 francs. Alors qu'on nous a dit que l'enseignement est gratuit. Donc il y a tous ces problèmes, il faut l'expliquer et que l'État même suive. Le suivi, c'est important. Et j'ai parlé tout à l'heure de la question de responsabilité. Ceux qui sont à des niveaux donnés, les acteurs, ou ceux qui sont mandatés pour suivre la réalisation, l'exécution de ces projets-là, il faut qu'ils le fassent de façon consciencieuse et professionnelle. Ce que je voulais demander, Eloge Ganaro, c'est est-ce que il n'y a pas un préalable? On parle de 3% de la population qui peut simplement, qui puissent vraiment, je vais dire, prétendre à cette assurance-là. Mais le reste végète dans la pauvreté. C'est une question de capacité, c'est une question de moyens, de pouvoir financier. Est-ce que, avant tout ceci, l'État ne devrait-il pas s'ingénier à relever le niveau de vie de la population? Mais ça, c'est le rôle de l'État, c'est le devoir de l'État. Vous allez dire que le Bénin est le pays le plus pauvre du monde. Le Bénin est-il le pays le plus pauvre d'Afrique? La question d'assurance n'existe pas dans les autres pays africains, dans d'autres pays qui sont aussi pauvres comme le Bénin. Donc, la raison de la pauvreté ne suffit pas pour justifier le fait qu'un citoyen ne pense pas à l'assurance maladie, l'assurance retraite et autres là. Mais puisque c'est vrai que c'est un handicap. C'est vrai que c'est un handicap et que l'État doit pouvoir travailler pour que, au moins, pour assurer le minimum aux citoyens. D'accord? Mais il faut que, en retour, le citoyen même comprenne que parce que le citoyen peut avoir ce minimum-là et ne pas du tout penser à l'assurance. Donc c'est une question d'éducation. Il faut sensibiliser et leur faire montrer l'importance, l'utilité de l'assurance. Ce que dit Kaperi quand même est bien fondé. Vous savez que, par exemple, si nous prenons les privés, les hôpitaux, les centres de santé qui travaillent dans le privé, ils n'acceptent pas ils travaillent pas avec toutes les assurances. Vous le savez. Maintenant, vous connaissez le plateau technique de nos hôpitaux. Vous avez des centres de santé dans nos villages qui n'arrivent même pas à combler les attentes des malades. Qu'est-ce que la réussite de l'opération à ce niveau va souffrir de quelques légèretés? J'ai le document, j'ai le papier qui me permet d'aller dans un hôpital me faire soigner. J'arrive là-bas, le plateau technique ne le permet pas de répondre à mes attentes. Voilà les problèmes. Et on parle également de la mise en affairage. Voilà, des hôpitaux qui passera bientôt dans les mains des privés. Parce que c'est pas une suite logique. Il y a des détails à ce niveau qui pourraient quand même viruser un peu le système. Ça ne concerne pas seulement l'assurance maladie. Ils ont parlé également de la retraite. Les crédits, la retraite et autres, tout ça là. Donc, ce n'est pas seulement le côté maladie. C'est un tout. C'est un tout. Oui, même la formation, c'est un tout. Mais comme vous l'avez souligné, effectivement, l'assurance n'aura pas son utilité, sa raison d'être, lorsque, effectivement, le service n'est pas rendu. Et si le service doit être rendu, il faut pouvoir mettre en place les infrastructures nécessaires, et créer les conditions favorables pour que l'assurance puisse vraiment être utile. Ça, je suis d'accord. Et ça, c'est le rôle de l'État. D'accord? Bon, maintenant, l'étape où nous sommes,
je ne peux pas, je ne suis pas le pouvoir, je ne suis pas le président de la République, je ne suis pas un membre du gouvernement. Nous sommes là, observateurs, nous sommes là pour relever les insuffisances, pour critiquer, faire des propositions. Mais il revient au gouvernement de faire établir ces préalables-là, n'est-ce pas? Bon, vous voulez dire par là que c'est peut-être trop tôt. Mais c'est pas trop tôt. Non, il n'est jamais trop tôt qu'il le fasse, mais prendre des initiatives. En songeant également au préalable dont vous parlez. D'accord? Ce n'est que le début, ce n'est que le gouvernement est à 6 mois. D'abord, certains diront que 6 mois, c'est beaucoup déjà. C'est beaucoup déjà. Mais c'est bien déjà de penser à cela. Maintenant, dans le processus, nous allons voir les insuffisances et s'il y a des corrections à faire, nous allons faire les observations. Sullivan Villa. Non, je pense qu'il faudrait qu'on puisse reconnaître que l'offre de service n'existait pas avant. Le gouvernement avait démissionné de ce secteur d'assurance-là. L'offre de service n'existait pas. C'est ça qui faisait que, bon, tous ceux-là, on notait toutes ces exclusions parce que les gens, même s'ils avaient la volonté de s'assurer, ils n'avaient pas les moyens d'aller chez les privés qui offraient ce service-là. Maintenant que le gouvernement a décidé de s'y intéresser, sans doute qu'on va y apporter des subventions conséquentes. Et puis, l'offre de plateau, le plateau technique, on sait que c'est aussi en amélioration partout. Maintenant, le gouvernement aussi a décidé de renouveler partout ça. Vous avez tantôt parlé de la question d'affermage. Ça y participe. On sent déjà qu'on va vers... Vous qui créez les privés, ça, on craint dans une certaine mesure. Non, c'est par rapport au revenu, par rapport au panier de la ménagère, quoi. Bon, le pouvoir d'achat de la population, par rapport au pouvoir d'achat que nous créons cela, mais en tout cas à l'étape actuelle, parce qu'on craint ça. Donc on est sans doute convaincu que le gouvernement a pris l'initiative. Donc il y aura sans doute des subventions pour accompagner, parce qu'on ne peut pas faire ça de gauche sans un accompagnement. Le gouvernement est tenu à accorder la subvention nécessaire pour la reçue de ces opérations, parce que connaissant déjà le pouvoir d'achat des populations et sachant que on ne peut pas trop exiger de... Non, si le gouvernement a pris la résolution, c'est qu'il doit y avoir l'accompagnement nécessaire. Sur ça, là, bon, moi, je ne suis pas forcément inquiet. Et le Gandaro l'a souligné tantôt, il ne peut pas avoir de développement sans une population en bonne santé. La santé des populations, elle est très primordiale. On ne peut pas toujours continuer à l'heure actuelle là, d'avoir l'espérance de vie autour de 40 ans. Là, non, on doit pouvoir largement dépasser cette espérance de vie. Et puis, les taux de mortalité infantile que nous continuons de constater dans nos hôpitaux, ça ne doit pas pouvoir continuer à exister. On ne peut pas aller vouloir donner la vie et mourir. Donc ça là, bon, il faut qu'on puisse finir avec. Bon, c'est signe évident de sous-développement, de pauvreté massive là. C'est en résolvant ces genres de solutions qu'on peut faire des progrès qualitatifs en avant. Il faudrait forcément régler après le corps la question de la santé, parce que lorsque la santé va, tout va, mais lorsque la santé ne va pas, on va toujours végéter dans le sous-développement là. Merci. J'abonde dans le même sens que lui, je renchéris en disant que ne soyons pas toujours pessimistes. C'est pas parce que par le passé, ce qui a été fait jusque-là, n'est-ce pas, il y a des insuffisances, il y a des défaillances en matière de santé, pas d'infrastructures, ceci, cela, que notre pouvoir arrive, d'accord, annonce que nous allons concevoir tel projet, réaliser ceci, non, mais ils veulent aller où? Mais ça c'est de l'utopie. Non, ne soyons pas, laissons-les faire. D'accord? C'est à travers les actes qu'on pourra véritablement les apprécier. D'accord? C'est vrai qu'on a des inquiétudes, parfois des inquiétudes, compte tenu de tout ce que nous avons vécu jusque-là, dans le secteur de la santé. Mais ce n'est pas une raison pour que, s'ils ne le font pas, s'ils ne décident pas de le faire, mais ils sont là pourquoi? D'accord? Nous nous plaignons. Nous disons que dans le secteur de la santé, dans bien d'autres secteurs, ça ne va pas. Les populations se plaignent en matière de santé, ça ne va pas du tout. Maintenant, un pouvoir arrive, prend des initiatives, on dit, ben non, ici, ils vont nulle part, ils veulent aller. Non. Ne soyons pas toujours pessimistes. D'accord? Mais c'est à travers les actes que les gouvernants posent que nous pourrons les apprécier. Et nous pourrions dénoncer, critiquer. Et dire, non, ça devrait se faire, il y a ceci, cela. Mais ne soyons pas toujours pessimistes. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui d'avance commencent déjà par dénoncer, par dire, non, ça n'aboutira à rien. Il s'agit de dire à quoi bon, ça n'aboutira à rien. Il faut toujours essayer, s'y mettre, et puis voir là où il y a des insuffisances, des problèmes. Aujourd'hui, le problème se pose. Bon, maintenant, si le gouvernement ne prend pas ce problème à bras le corps, ne prend pas des initiatives, d'accord? Bon, c'est vrai que ce n'est pas encore une baguette magique, ça ne veut pas dire que c'est la panacée, toutes les solutions sont là, non. Mais moi, je dis que c'est déjà bien que le gouvernement prenne l'initiative et sur la base de tout ce qui a été dit dans le projet de société du président Talon, ben, il ne faut pas qu'il attende la fin du mandat quand même. Donc on ne va pas dire, mais pourquoi maintenant ils viennent encore avec la question de santé, maladie, assurance? Non, ils ont raison
de prendre l'initiative, maintenant qui se donne les moyens de concrétiser les actions. C'est une mesure sociale, en tout cas, salutaire. Et moi, je salue toujours les mesures sociales. On ne va pas toujours végéter dans la politique. Qu'on perde tout le temps dans les débats politiques, la polémique politique, les guéguerres politiques, ceci, cela. Ça apporte quoi à la population? Qu'on parle durant tout le quinquennat, durant 2 mandats, rien que de la politique. En tout cas, éloge dans la roue. Les hommes au pouvoir viennent seulement pour se faire une popularité, pour mobiliser les électeurs, pour s'éterniser au pouvoir, c'est pas l'essentiel. Vous aurez bientôt la question de la santé, la question sociale est c'est une priorité. Deuxième volet de ce débat, quand même soutenir. Vous aurez bientôt votre identifiant. Peut-être on parlera de EG 345, je ne sais pas, mais vous avez votre identifiant, Peggy également, moi, et le DP de Nouvel Étalon, Souleymane Bila. On va procéder à l'identification de tous les citoyens, une initiative du gouvernement qui nous rappelle quand même, c'était Ravec. Ravec qui a abouti à la LEPI. Non, c'est... La LEPI qui continue d'être toilettée. Qui continue d'être toilettée. Bon, c'est fait que... On se perd à fois qu'on se dit, mais pourquoi on a eu tout ce travail-là? Est-ce que tout ça, là, on veut balayer ça de la main? Parce que c'est quand même l'argent du contribuable qui a servi à tout ça. Mais pourquoi on veut balayer ça du revers de la main et reprendre le tout à zéro? C'était si mauvais. Bon, on se... Est-ce qu'il s'agit ici de tout balayer ou bien une meilleure utilisation de ce qui a été fait? Parce que si on en croit, l'information, c'est que ici, c'est d'un identifiant qu'il s'agit. Chaque Béninois devrait pouvoir être identifié. Oui, on doit reprendre le recensement. Le test dit qu'il faut reprendre le recensement. Mais vous savez que les résultats, généralement, après les recensements, ne sont pas statiques, ça évolue. C'est un processus dynamique. Ça, c'est vrai. Mais ça prend quand même une décennie avant d'évoluer. Bon, on met quand même une décennie. Mais je crois que c'est peut-être que les chiffres qui existent n'étaient plus exploitables. Vous voyez, toute la polémique qui entoure la LEPI, ça a été utilisé à des fins politiques là également et qu'il n'y a pas eu la crédibilité nécessaire autour de cette opération. Bon, c'est normal qu'on puisse reprendre, qu'on puisse... Maintenant qu'on se donne les garde-fous nécessaires pour faire du travail sérieux, parce que l'identification, en réalité, on devait y aller. Il y a un vaste pays, un continent comme la Chine, les États-Unis, on peut arriver à cela. Ce n'est pas nous qui allons nous empêcher d'arriver à ça. Parce que ça a une mesure sécuritaire, ça permet de connaître qui est qui et qui fait quoi dans le pays. Ça renforce la sécurité et la protection des citoyens, cette identification. Parce qu'aujourd'hui, on nage dans un flou total. On nage dans un flou total et c'est ça qui entraîne beaucoup plus de polémiques sur les biens et les services. Parce que lorsque tu achètes quelque chose, ça, parce qu'on sait déjà que tu as ton identifiant, ça peut suivre, on sait déjà que tu es propriétaire de cet objet-là parce qu'à tel moment donné, tu l'as acheté et que c'est à toi. Donc, vous voyez, ça permet véritablement de gagner beaucoup en matière de sécurité notamment. Bon, lorsque la sécurité, ce n'est pas forcément la sécurité physique, c'est la sécurisation en général. Quoi. On se protège mieux, on se connaît mieux, on gère mieux les statistiques. Et sans les statistiques, vous savez aussi qu'on ne peut pas aussi se développer. Sans les statistiques, on ne peut pas se développer. C'est pour cela que cette question-là, elle est nécessaire. Le recensement, il y a des pays où, ces gens de recensement, ça se font chaque fois, parce que ce n'est pas forcément d'envergure nationale. Bon. Et on se fait ça, de façon spécifique. Les pays où on est beaucoup plus évolué, à des sondages d'opinion. Si on a de ce répertoire national, vous voyez, c'est plus facile. Oui, les applications sont très nombreuses. Ça permet de suivre toutes les corporations. Mais même au niveau que je vais prendre, il fut un temps au niveau de la fonction publique, on disait que les gens percevaient des salaires fictifs. Et c'est parce qu'on ne dispose pas de ce type de recensement pour permettre ça. Si on dispose de ce type de recensement qui sera fait, une des applications, c'est de maîtriser toute la fonction publique. Les gens n'y entreront pas sans être suivis, sans être contrôlés. Il y a un suivi régulier sur les problèmes qu'on a pour établir les actes de naissance, les casiers judiciaires, tout ça. Un tel recensement, tel que c'est défini, tel que l'exploitation sera faite, on ne devait plus avoir de problème par rapport à ça également. La gestion de l'état civil, ça doit pouvoir faciliter la gestion de l'état civil. On ne peut pas avoir de soucis. On va dire, tu veux vouloir établir ton passeport, on va dire d'aller chercher le volet numéro 1. Non, on devait pouvoir finir avec ça. Si on réussissait... Il faut retourner au village.
nos villages. Donc, vous voyez, donc, alors que si on réussissait ce recensement avec ce identifiant, avec le numéro là qui te sera attribué, on sait que non, ce numéro, il n'y a pas deux individus qui ont droit à ce numéro et qui s'est déjà inscrit dans un répertoire donné. On peut maîtriser sa date de naissance, tout son parcours, toutes les villes où lui il a eu à fréquenter, ça doit pouvoir être inscrit dans cela, et comme dans les grands pays. Là. Et même ça peut aussi aboutir à une fiabilité des élections que nous organisons aussi, hein, parce que de là, c'est cette opération aussi, on peut tirer facilement une liste électorale bien fiable. L'essentiel, c'est que la conduite de ces opérations-là soit menée vraiment de façon professionnelle. Oui, je suis du même avis, parce que il faut reconnaître les choses. Hein, si elles sont bien décidées, elles sont bien faites. Et comme il a souligné, ça va permettre de régler pas mal de problèmes, beaucoup de problèmes, voyez-vous. Parce que en réalité, on ne peut pas assurer le développement d'un pays sans, vous voyez, tel que la démographie évolue, d'accord? Vous voyez au niveau de chaque département, au niveau de chaque commune. Si on n'a pas de données précises, alors là, demain, on aura investi dans tel secteur, dans telle commune, dans tel département, au détriment de tel autre. Et la finalité, c'est qu'on a un déséquilibre au niveau des communes, un déséquilibre régional au niveau des départements et tout ça. Mais lorsque tout est bien fait, les données sont précises et l'État agit en conséquence, investit en conséquence, mène des actions en conséquence, ça permettra, n'est-ce pas, à chaque région, n'est-ce pas, de bénéficier des ressources qu'il faut, et cela pourra contribuer à un développement durable. Bon, en dehors de cet aspect-là, la question de sécurité, voyez-vous comment cela se pose aujourd'hui? Comme acuité. Cela se pose avec acuité du moins. Vous voyez au niveau de nos frontières, on ne sait pas qui sont ceux qui rentrent, ceux qui sortent, on ne sait rien. Combien d'étrangers vivent aujourd'hui au Bénin? Vous voyez dans les maisons tout ça là. Quand on parle de braquage des étrangers que nous hébergeons dans nos maisons, tout ça là, qui peut les identifier? On n'a pas de données précises dans ce sens-là. Donc il faut pouvoir d'abord anticiper. Parce que tout cela n'a pas été fait qu'on est devant le fait accompli. Il a parlé tout à l'heure des élections. Est-ce qu'il faut attendre, quelques mois des élections pour, dans la précipitation, essayer d'établir une liste électorale? Vous voyez tous les problèmes que ça pose. Si nous voulons vraiment organiser des élections transparentes, il faut pouvoir d'avance avoir toutes ces données-là. Donc moi, je pense que si le gouvernement a envisagé de constituer un fichier national centralisé et informatisé, et qui permettra d'identifier l'ensemble des ressortissants et des résidents. Non seulement c'est pas seulement les ressortissants, mais également les résidents. Parce que à des moments donnés, on se demande qui est résident, qui ne l'est pas. Même on a vu des élections ici où la polémique a pourra mieux suivre les mouvements des uns et des autres. Telle personnalité, il n'a pas vécu 6 mois au Bénin, il n'est pas resté 1 an, il vient d'arriver, il vient être candidat, ceci, cela. Mais s'il y a des données précises, préalablement établies, qui sont là dans une base de données, et que c'est facile d'identifier ceux qui sont ressortissants, ceux qui sont résidents. Donc ça permettra de régler pas mal de problèmes. Donc moi je pense que c'est arrivé à point nommé. Ce n'est pas qu'on rejette tout ce qui a été fait par le passé, mais je pense que ça va compléter et améliorer. Que deviendra la LEPI en ce moment? Non, mais la LEPI tronquée, bâclée, tout ce que vous avez, que vous appelez LEPI là, non. Que deviendra la LEPI? Nous aurons maintenant. Mais on est en train de toiletter la LEPI là maintenant. Toiletter la LEPI. On y injecte de l'argent. Quel toilettage? Ça demande encore des milliards de francs CFA. Non, ça c'est du gaspillage. Moi je pense que la démarche du gouvernement, c'est bien. Elle est meilleure. Recensement administratif à vocation d'identification de la population. C'est très important. Ça va nous permettre d'établir une bonne LEPI. Sinon, les LEPI que nous avons jusque-là, c'est de mauvaises LEPI. Merci. Et une mauvaise LEPI ne peut pas contribuer à une élection transparente. À vous, Eloge Gandaro, je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Grand Matin. Le Grand Matin. Le Grand Matin, voilà. Le Grand Matin. Le Grand Matin. Et en face de vous, il y avait Souleymane Bila, directeur de publication de Nouvelles et Talents. On était là pour donc analyser ces 2 propositions du gouvernement. On va revenir sur les autres. Demain, par exemple, on parlera de cette, cette hôtellerie mobile. Voilà, hôtellerie mobile. Voilà. Que le gouvernement a annoncé. On va tenter quand même de comprendre un peu ce que c'est. Est-ce que nous aurons des hôtels qui vont se déplacer par-ci par-là, ou bien c'est un système qui permettra certainement la mutualisation de certains hôtels. En tout cas, on va quand même s'y intéresser pour voir le bien que le Bénin va en tirer beaucoup sur le plan, économique. Voilà, ce sera tout pour notre rendez-vous de ce matin.